Mais il y a un petit creux derrière, je pense qu'il y a des animaux qui sont couchés. Le gardien et le scientifique déterminent le nombre, l'âge et le sexe des mammifères qu'ils parviennent à observer. Ces recensements permettent de dresser un état de santé de l'espèce. Ah mais celui-là je le connais, tiens, cet isard marqué là. 3 jaunes barres à droite, c'est le fameux Pierrot. Comme Pierrot, 588 isards de la réserve ont été capturés, puis équipés de colliers. C'est celui qui m'a attrapé la main il y a 3 ans maintenant. Là. Sans rancune? Sans rancune, c'est moi qui ai fait la maladresse. Hein. Au moment du relâcher, il a légèrement penché la tête en arrière, sans faire exprès. Et puis ma main était juste derrière et donc Il t'a attrapé la main. son crochet a pris ma main au passage et est rentré dedans comme un hameçon. Pierre, vous les connaissez tous les isards dans cette réserve? Ah, bien sûr que non. Non, non. J'en connais quelques-uns qui ont des particularités, parfois une corne cassée. En fait, il y a peu de différenciation entre animaux. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on est obligé de mettre des colliers pour les reconnaître. Hein. Au nord des Pyrénées, le Béarn est traversé par une multitude de rivières au nom singulier, les Gaves. Depuis les sommets où ils prennent leur source, ils sculptent les vallées et modèlent les paysages. Qu'ils soient d'Aspe, d'Ossau, d'Oloron ou de Pau, ils font partie de l'identité béarnaise. Très longtemps rempart naturel pendant les guerres, ils permettent aussi le développement de l'économie tout le long de leur berge. Aujourd'hui encore, ils rythment la vie de tout ce territoire. Les Gaves du Béarn, Alexis Ichas les connaît bien. Il y a déjà consacré une vingtaine d'ouvrages. Installé près de Paris, il revient dès qu'il le peut dans sa région natale. J'ai tous mes repères ici. Hein. J'ai le fil d'argent, hein, le Gave, qui a réglé vraiment toute mon enfance, mon adolescence, mes rêves aussi. Hein. Et le retrouver, c'est se sentir en sécurité. En fait, le Gave, c'est ma citadelle, en fait. Alexis tient à nous faire connaître l'une des plus belles cités médiévales sur le Gave d'Oloron. Sauveterre de Béarn. Bâtie à partir du XIIe siècle, cette ville fortifiée est un point de passage sur le chemin de Compostelle.
Au pied des remparts apparaît le monument emblématique de la ville, le pont de la légende, détruit au XVIIIe siècle par une crue centennale. Les souverains de Béarn ont voulu créer un verrou pour protéger leur principauté en fait. Et alors ici, on va utiliser le Gave qui lui va être un rempart naturel et on va construire les fortifications en épousant le méandre. Et il a fallu faire des prouesses vraiment d'architecture et technique avec des donjons qui ont plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Nous quittons Sauveterre en direction de la capitale du Haut-Béarn, Oloron-Sainte-Marie. Une cité édifiée à la confluence des gaves d'Aspe et d'Ossau. Ici, l'empreinte de ces rivières se reflète dans la pierre. Des soubassements au mur des façades, les maisons de la vieille ville ont été construites avec les galets des gaves. Toute l'architecture va se modeler autour du Gave, autour de la rivière. Plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières et le XIXe siècle, ça va être un souci d'agrément. Et on va construire des maisons avec des galeries à l'aplomb, avec des grandes ouvertures, où on va profiter de la lumière, on va profiter de la fraîcheur du Gave. Le Gave a été l'architecte du Béarn. Se retrouver au bord du Gave, c'est presque un instant de magie. C'est un instant de poésie, c'est un instant où on retrouve un peu l'essentiel. Pour le Béarnais, évidemment, c'est retrouver ses racines. Le Gave, c'est une personne. C'est quelqu'un que l'on respecte, c'est quelqu'un que l'on aime. Au nord du département, une autre ville révèle des splendeurs d'architecture, Salis de Béarn. Construite sur un affluent du Gave d'Oloron, elle tire son nom du sel extrait ici depuis l'époque romaine. Vue du ciel, les maisons et les ruelles bâties autour de la fontaine salée donnent à la cité l'apparence d'une coquille d'escargot. Depuis 1587, une confrérie d'habitants se transmet de génération en génération la propriété de la saline. Au fil des centaines de kilomètres de Gave, les berges sont jalonnées de sites naturels qui retracent l'histoire du Béarn et de ses habitants. C'est un pays de passage, on est près d'Espagne. Les grands troupeaux venaient de la vallée d'Aspe pour venir jusqu'ici. Les pèlerins de Compostelle, les armées aussi, en campagne. Les Béarnais ont toujours eu le sentiment d'être un pays très ouvert. D'ailleurs, c'est pour cela que le Béarn est un pays de tolérance. Alexis est attendu cet après-midi au nord de la région, à Haute-Rive, pour son prochain livre sur les légendes du Béarn. Cet emplacement stratégique fut occupé par les Anglais lors de la guerre de 100 ans. Ici, on est précisément sur un chemin de ronde parce que le site médiéval fait frontière. Là, vous avez le Gave, qui est le point de jonction de 3 royaumes, le Béarn, la Gascogne et la Navarre. Et c'était donc très important de le défendre. Voilà. L'auteur retrouve les élèves du lycée professionnel de photographie d'Orthez. Cette percée de vert, cette nuance de vert, il y a un nuancier de vert qui sort de... Durant 2 jours, ils vont faire des clichés pour son nouvel ouvrage. Avec un vert différent. Pendant 1 heure, le groupe immortalise les rives de cet ancien bastion anglais.
Le lendemain, dès l'aube, Alexis rejoint les apprentis photographes à qui il a réservé une surprise. Prenez un trépied, on va prendre la tête panoramique qui doit être en dessous. Parce que là-haut, la vue va être très très belle. La colline de la Peine de Mue est un point d'observation unique sur le Gave et la vallée. Pour atteindre un des plus beaux panoramas du Béarn, le groupe doit d'abord traverser le bois de Mézounab. La légende raconte que sous cette colline, les Templiers auraient enfoui le Graal au XIVe siècle. On dirait que c'est une diffusion. Voyons Eva, ça a l'air très beau, ça montre. Non mais là je crois que le... Faire un maximum, c'est très beau. Je crois que là le soleil il fait exprès. Ouais. C'est volontaire. On l'a avec nous là aujourd'hui. Là c'est trop beau. Là. La brume reste un peu sur le Gave, hein, ça s'appelle les fumerolles. C'est très très beau. Hein. On dirait que c'est l'esprit qui émane un peu, hein. L'esprit du Gave, l'esprit de l'eau. Hein. En haut de la colline, le brouillard se dissipe sur le Gave d'Oloron. La vue se dégage. C'est le moment idéal pour réaliser une photographie panoramique de ce paysage exceptionnel. Donc il va falloir, les garçons, qu'il y en ait deux qui me tiennent le pied. Tiens la tête, voilà. Doucement à chaque fois. Hein. Ce cliché illustrera la couverture du prochain livre d'Alexis. Plus à l'est, apparaît l'actuelle capitale du Béarn, Pau. Bâti sur une falaise surplombant le Gave, le château natal d'Henri IV trône encore face aux Pyrénées. Maintes fois remaniée, cette forteresse imprenable raconte 10 siècles d'histoire avec ses architectures différentes. Au château fort initial, on ajoute un donjon de briques au XIVe siècle. À la Renaissance, on rénove le bâtiment central pour en faire le lieu de résidence des seigneurs béarnais. Mais Pau change radicalement au XIXe siècle et abrite depuis un patrimoine particulier. De cité enclavée, elle se transforme en ville de villégiature et de nombreux bâtiments voient le jour le long de son artère principale, le boulevard des Pyrénées. Cette promenade de 1800 mètres de long est conçue comme un pont à flanc de falaise. Posé sur 48 arcades, cet ouvrage d'art est une prouesse technique pour l'époque et nécessite 6 ans de travaux. Avec ce boulevard, les habitants redécouvrent enfin cette vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées. Ce décor magnifique n'explique pas à lui seul la nouvelle renommée de Pau. La ville de villégiature naît d'une rumeur. Un médecin écossais prétend que le climat palois permet de soigner les maladies respiratoires, dont la tuberculose. La légende est en marche. Une grande campagne d'affichage vante les bienfaits de la cité. À la fois reposante, ensoleillée, et où il fait bon vivre grâce à l'air de ses montagnes, toujours enneigées. Pour concurrencer les stations balnéaires de la Côte d'Azur, on plante même une palmeraie au pied du boulevard. La recette fonctionne. Chaque année, Pau attire jusqu'à 6000 hivernants. La haute société du monde entier vient flâner sur le boulevard ou pratiquer la chasse à courre et l'équitation. Sous l'impulsion des Britanniques, une nouvelle discipline fait son apparition en France. Ce golf est le premier du continent. Pour les croyants, on édifie une église à 2 pas du boulevard. Et pour les amateurs d'opérette, on aménage un théâtre à l'italienne. Enfin, les plus joueurs se donnent rendez-vous au casino du Palais Beaumont.
Pour le confort des voyageurs débarquant avec malles et valises, on construit ce funiculaire en 1908. La villégiature, c'est un thème que l'urbaniste Julie Boustingory connaît bien. Il fallait tout faire pour faciliter la vie des hivernants et surtout leur accès à la ville de villégiature qui était la ville haute. Et il y avait cette contrainte naturelle de la barrière à franchir. Et le funiculaire a été la solution qui a été retenue et qui, encore de nos jours, au rythme lent du croisé de ces deux petites navettes, permet de monter, de descendre et relier la gare et la ville haute. Julie se dirige vers la ville basse. C'est là que se cache un bâtiment remarquable, le Pavillon des Arts. Adossé à la paroi du boulevard, cet ancien établissement de bains-douches, devenu salle des fêtes puis casino, vient d'être réhabilité après 2 ans de travaux. Quand on amène les gens, quand on leur dit « regardez », ils lèvent les yeux. Je ne l'avais pas vu. Et c'est assez rigolo de révéler quelque chose qui est aussi grand. Ça en fait quand même un lieu assez privilégié. Il existe d'autres témoignages de cette époque de villégiature, les luxueuses villas édifiées pour les hivernants. Près du boulevard des Pyrénées ou sur les collines, elles offrent une vue incomparable sur les montagnes. Comme à Deauville, Biarritz ou Nice, elles empruntent au style néoclassique, néogothique ou anglo-normand. Aujourd'hui, 19 de ces demeures sont protégées et classées. Pour reconstituer avec précision leur histoire, Julie va régulièrement à la rencontre de leurs habitants. Aujourd'hui, elle est attendue sur les collines de Gélos, à la Villa Estefani, une bâtisse de style anglo-normand transformée en chambre d'hôte. C'est en 1882 que cet ancien pavillon de chasse est réaménagé. Pour séduire les hivernants, le propriétaire y ajoute une touche anglaise, avec ses beaux windows tournés vers les Pyrénées. Julie est accueillie par Alexandre, c'est lui qui s'occupe de la location des chambres. Une petite fenêtre. Une belle Aujourd'hui, fenêtre, on les voit bien, ouais. Ouais. Donc, c'est vrai que... Avec la neige de printemps. Face au balcon, le jardin lui aussi est aménagé au goût des voyageurs venus d'outre-Manche. Là, pour le coup, on a vraiment l'empreinte britannique parce qu'il y a un certain nombre d'essences qu'ils ont amenées avec eux par tradition. La tradition du jardin anglais, c'est vraiment avoir des essences un peu partout. Le cèdre du Liban, c'est cette empreinte-là. Le palmier, c'est pour témoigner qu'il fait doux. Derrière, les Pyrénées qui dessinent, qui découpent le ciel, en fait, en toile de fond. Et on le retrouve dans la construction de toutes les villas qui ont été aménagées pour aussi pouvoir en profiter au maximum. Le gérant de la Villa Estefani veut faire découvrir à Julie un petit pavillon au fond du jardin. Donc voilà, c'est assez sauvage encore. Et donc voilà. Alors là, on est dans un endroit où personne ne va généralement. Ah, c'est magnifique. Exposée plein nord, cette loggia révèle les coquetteries des dames de la haute société et un certain art de vivre. Et au début du XXe siècle, il y avait aussi cette tradition de la population aisée qui était blanche, qui ne prenait pas le soleil. Ceux qui prenaient le soleil, c'était les paysans. Donc avoir la peau hâlée n'était pas, comme maintenant, un signe de bonne santé, d'éventuellement richesse. Parce qu'on passe les vacances au soleil, au contraire. Les femmes se préservaient énormément d'aller au soleil. Cet espace plein nord permettait de profiter de l'extérieur sans prendre le soleil. Retour dans le centre de Pau. Julie est attendue sur le boulevard des Pyrénées. Pour la première fois, elle va pouvoir visiter un endroit insolite, ce belvédère construit sur les toits d'une ancienne pension.
être un peu plus dans la partie cachée. C'est lui qui se mérite là, Jean, ce belvédère. Ah oui, il faut le mériter parce qu'on n'est pas encore arrivé. Là, c'est les débuts, c'est le plus facile. On commence à entrer dans un lieu un peu plus compliqué. Il faut presque un GPS ici, hein, parce que c'est rien de tracé, rien d'évident. Voilà. Jean Sanchez, le propriétaire, guide Julie dans ce labyrinthe jusqu'au 4e étage. Il faut encore monter un étage. Voilà Julie, donc là on est au premier niveau de ce belvédère. Il y en a 2 autres encore. C'est magnifique. Voilà, donc on va dire que ce serait la pièce à vivre. Cette tour d'observation, aujourd'hui transformée en appartement, offre un panorama à 360 degrés sur la ville et ses montagnes. Et vous savez pourquoi ce belvédère a été construit au-dessus de cet immeuble? C'était que pour la vue. C'était sa raison d'être, c'est pour profiter de la vue des Pyrénées. On a même les 3 plans, hein, puisqu'on a le Gave en premier plan, ensuite les Vallons et les Pyrénées donc en dernier plan. Julie peut enfin contempler la perspective idéale depuis la ville, comme les hivernants un siècle plus tôt. On comprend la raison d'être du belvédère là. Ça fait très longtemps que je le regarde du d'en bas, j'ai une fâcheuse tendance à marcher la tête en l'air et il y a ce belvédère qui surplombe comme ça, puis on a l'impression qu'il est vraiment posé comme une vigie. On voit bien qu'il est face au pic du Midi. Et de notre côté, ça donne juste envie d'aller le découvrir. C'est de la curiosité, mais qui permet aussi d'expliquer certaines choses. Je pense qu'en étant ici, on comprend le sens de ce qu'était cette prégnance du paysage à l'époque de la ville de villégiature. Le 2e niveau est aujourd'hui la chambre. Julie n'est pas au bout de ses surprises. Au dernier étage, 5 hublots d'époque apportent un autre regard sur les toits de Pau. D'en bas, on voit quasiment pas ce dernier étage. En fait, on le devine, mais on voit pas du tout le côté coloré des verres. Pour terminer la visite, Jean montre à Julie un de ses endroits favoris. Le toit, accessible depuis la fenêtre de la cuisine. Faut être sportif pour habiter ici alors. Oui, un petit peu quand même, surtout ici, surtout à ce passage. C'est pas un bien immobilier traditionnel, c'est comme un tableau en fait. C'est pas vraiment un appartement, c'est comme un objet de luxe, on va dire. Julie est loin d'avoir terminé l'inventaire de ces sites originaux, témoins d'une époque où Pau était la ville belvédère. Un petit rappel vite fait. Donc on a le plan. On commence la tournée 1, bien sûr, on est bien d'accord. À quelques kilomètres du centre-ville, d'autres Béarnais s'apprêtent à décoller en direction des montagnes. Donc là, on file vers la vallée d'Ossau. Et il y aura la particularité de la tournée 6, où on laissera Pierre et Xavier, hein, où vous ferez les 5 cabanes à 2. On vous laissera 1 heure, 1 heure et quart. Le responsable de l'Institut patrimonial du Haut-Béarn emmène 4 jeunes biologistes pour une mission qui n'a lieu qu'une fois par an. Ils vont analyser l'eau avec laquelle les bergers confectionnent le fromage dans les estives. Les scientifiques prennent la direction des plus belles vallées du Béarn, la vallée d'Aspe et la vallée d'Ossau. Pour les Béarnais, d'abord pour les Béarnais d'Ossau, c'est leur vallée. Et là, on aime notre vallée, nos montagnes, de façon totalement modérée. Et donc,
comment dire, l'attachement au territoire est totalement viscéral. Ici, on se bat pour que ces montagnes continuent de vivre à travers le pastoralisme. Il y a 20 ans, elles n'étaient plus que 5 familles de bergers à passer l'été en altitude. Aujourd'hui, elles sont une soixantaine à s'être réinstallées dans les cabanes. Après une demi-heure de vol, l'équipe s'approche du plus majestueux panorama, le pic du Midi d'Ossau, l'emblème du Béarn. Il culmine à 2884 mètres. Voilà, le pic du Midi d'Ossau, c'est notre pic préféré. Les Béarnais le surnomment Jean-Pierre. Selon une légende, lorsque 2 garçons naissaient dans une famille, on donnait à l'aîné le nom de Jean et au cadet celui de Pierre. Jean-Pierre, c'est notre géant de pierre. C'est notre pic à nous, c'est une personne. C'est pour ça que le matin, quand il fait beau, on se lève, on ouvre les volets et on regarde Jean-Pierre. Aujourd'hui, Didier et son équipe doivent effectuer des prélèvements d'eau dans les bergeries en altitude. L'hélicoptère s'approche de la première estive. Bon, derrière le petit col, ça va faire comme ça, vers le bas. Ouais. Tu vas apercevoir la cabane, c'est dans un endroit un peu étroit. On va les déposer au-dessus du Rhin s'il n'a pas lâché les brebis. Les biologistes travaillent main dans la main avec les producteurs. Depuis près de 20 ans, les normes européennes imposent l'analyse de l'eau pour la fabrication du fromage. Ok, je peux y aller. C'est bon, il est descendu. Voilà. Le temps est compté pour récolter les échantillons. Pendant que l'hélicoptère part déposer un autre scientifique, Romain débute la mission. Y a quelqu'un? Le berger est absent, mais Romain sait qu'il peut faire ses prélèvements. Avec cette eau, le berger nettoie ses ustensiles pour fabriquer la tome de brebis. Si elle est polluée, c'est le fromage qui est contaminé. Ce sont des prélèvements d'eau qui servent à la santé publique. Donc si ces eaux ne sont pas bonnes, le fromage derrière, ça pose des soucis. Donc c'est un métier très intéressant et très utile. L'opération n'a duré que 10 minutes. C'est bon Richard, on peut y aller. Donc là maintenant, tournée numéro 6, Saoubiste. Si tu veux passer par derrière, tu peux, dans les mabelons là. En axe du rocher noir, en face là. Voilà. Donne-moi les échantillons. Ouais, merci. Les scientifiques vont pouvoir analyser ces prélèvements en laboratoire. Nous, l'eau, c'est un élément constitutif de notre élément naturel. Ces vallées vivent de 3 éléments naturels. L'herbe qu'on voit partout, la forêt et l'eau. Alors on n'y tenait pas trop attention jusqu'au jour où les normes sont arrivées. Maintenant on a appris à mieux la gérer. Cette eau qui sort, le premier qui la capte, le premier qui l'utilise, c'est le berger. Donc par définition, on doit non seulement l'utiliser propre, mais on doit la rendre propre. Et ça, je dirais, on n'en avait pas suffisamment conscience. C'est maintenant au tour de Laetitia. Donc on va déposer Laetitia gentiment. Voilà. Un peu chaud, c'est bon. On peut y aller, Richard.
Elle retrouve Jean-Louis Garreg, un habitué. Bonjour. Bonjour. Cela fait 10 ans qu'il passe sans encombre les tests de contrôle. Bon, par contre, ne s'inquiétez pas, je le laisse couler. Oui, oui. Pour la température, petite vingtaine à faire cet après-midi. Un simple tuyau percé, une grenouille coincée dans une canalisation. Et il devrait interrompre toute sa production de fromage. Ça se passe, on a un peu tout le temps d'appréhension, mais elle peut être bonne comme... et si elle n'est pas bonne, bon, les fromages peuvent avoir des problèmes. C'est un moment un peu clé quand même pour votre saison. Un peu. Laetitia fait aussi un test à l'extérieur. On va faire sur le robinet de dehors. De rien, toutes ces analyses, après eux, ça peut les aider aussi. C'est parce que chaque année, on retrouve toujours les mêmes bactéries. S'il faut faire des travaux autour de la source, sécuriser, ça les aide aussi dans ce sens-là. Comment on fait pour pas être trop intrusif, arriver comme ça, faire son boulot et pas être en trop... fait, les bergers sont avertis quand on vient les voir. Donc non, ça se passe toujours très bien, avec le sourire. Oui, oui. On reste pas très longtemps. Surtout quand ils nous envoient des demoiselles comme ça. Je suis la seule de l'équipe, hein, alors Ah profitez, bon. après c'est que des garçons. Dans quelques jours, Jean-Louis sera informé des résultats d'analyse. Didier Hervé est né dans la vallée d'Ossau. Sous son impulsion, des dizaines de bergeries ont été réhabilitées. Aujourd'hui, elles disposent de sanitaires et d'une chambre à coucher pour recevoir la famille du berger. On ne pouvait pas abandonner cette activité-là, ça aurait été perdre notre âme. Le pastoralisme, il doit se moderniser comme toute activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Il n'y a aucune raison pour que toutes les activités professionnelles se modernisent et pas celle-là, si nous voulons que nous ayons encore des bergers, des jeunes qui veulent s'engager et avoir un projet de famille, un projet professionnel. Jusqu'au soir, l'hélicoptère va effectuer 140 déposes. Pendant ce temps, dans la vallée voisine, d'autres acteurs du renouveau du pastoralisme pyrénéen s'enfoncent dans le bois de la Grave. Allez, allez. Romain Ducy et Romain Delage sont muletiers. Ils avancent ce matin en direction de la cabane de Lagne. Allez. Chaud, Marius. Chaud, 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 chaud. Leur travail permet de ravitailler de nombreuses bergeries totalement isolées. Allez, Pedro, passe. À 29 et 26 ans, les deux hommes ont quitté leurs Alpes natales pour venir exercer leur activité dans le Béarn. Depuis 15 ans, ce métier ancestral retrouve sa raison d'être. Souvent, les gens qu'on croise, ils nous demandent si on se balade juste avec nos ânes et non, c'est pas ça, c'est pas du folklore, c'est pas de la balade. C'est vraiment du ravitaillement et un métier à part entière, quoi. Chaud, Marius, chaud. Pedro et Marius, les deux mules, portent chacune 50 kg de charge. Le portage à dos d'âne est le moyen le plus économique et le moins polluant pour rallier les bergeries d'altitude. Passe, Pedro, passe, allez, passe, Marius, allez. Allez, doucement, Pedro, doux. Doux. Allez, allez. Super. Super. Ce sentier, les muletiers le connaissent bien. Ils arrivent au passage le plus délicat du parcours. Un couloir d'avalanche recouvre le chemin.
C'est un peu ces petits dévers là. Les bêtes ne passeront pas. Romain nettoie le sentier. Là, il y a une semaine, il y avait un immense névé. Et c'est vrai que là, c'était vraiment pas évident de passer parce qu'il y a quand même une sacrée pente en dessous et on n'avait pas trop le droit à l'erreur. C'est vraiment très étroit et il suffit qu'il y ait un pied de l'âne qui dérape et là, ça bascule et on ne peut plus rien faire. Parce que sur ces dévers, voilà, c'est vrai que c'est vraiment glissant. Ça peut vite tourner au drame. Pendant une quinzaine de minutes, le muletier fait un véritable travail de terrassier. Aïe, aïe. La voie est enfin libre pour Pedro et Marius. Passe Pedro, passe, allez, passe Marius, allez. Allez Pedro. Il faut vraiment déjà parler d'une manière très douce et essayer d'être soi-même pas trop stressé parce qu'ils le sentent de suite. Dès qu'il y a un passage où toi tu commences à déjà te dire ouf, ça va pas être facile, ils le sentent. Pedro, doucement Pedro. À 1300 mètres d'altitude, les deux hommes atteignent à présent la partie la plus pentue du trajet. Des journées comme aujourd'hui, c'est clair, c'est vraiment idéal. Et on sait qu'on a quand même vraiment de la chance d'être là. Mais bon, il y a d'autres journées quand il y a l'orage et qu'on est sous le tonnerre et sur des endroits très délicats, c'est un peu plus angoissant. Il y a toujours deux facettes dans le métier. Ils ont encore une demi-heure de marche avant d'atteindre l'estive. Pendant ce temps, au-dessus de la vallée d'Aspe, nous retrouvons l'hélicoptère des scientifiques. Voilà, donc là on va maintenant passer, tu peux passer juste au col, là, ici. La passerelle est de l'autre côté, hein. Oui. L'équipe franchit le col de Sesque et continue sa campagne de surveillance de la qualité de l'eau. Laetitia, tu fais Coste de Bois. D'accord. Pierre, tu fais Art. Oui. Et Xavier, tu fais Puey-Lubucao. Oui. À tour de rôle, les 4 biologistes se relaient. L'opération se poursuit ainsi toute la journée. Ils survolent les plus belles estives de la vallée. Comme ici, la cabane de Narbèze. Voilà, on reste silencieux tellement on est sous le charme, tout simplement. Partout, les bergers attendent leur venue avec impatience. Vous savez, ces gens-là, tout est loin pour eux. Donc quand ils voient arriver quelqu'un, c'est un peu, vous savez, comme les vieilles personnes qui ne voient que le facteur dans les campagnes. Et quand un préleveur vient, même si c'est une mission où il faut faire tout vite, précipiter, etc., il ne faut pas les bousculer, quoi. Ils ne comprendraient pas, quoi. On arrive en leur disant, allez, poussez-vous, c'est à nous. Non, on n'est pas des cow-boys, on est des gens de la montagne, comme solidaires d'autres gens de la montagne qui vivent des choses plus difficiles que nous. Après le survol du pic de la Brèque, l'hélicoptère plonge vers le majestueux cirque de l'Esquin. Il longe les orgues de Camplon, qui culminent à plus de 1900 mètres d'altitude. Le cirque de l'Esquin, c'est une mosaïque de terrain pâturé. Bien entendu, il n'y a pas de culture
autre que celle de l'herbe. Et c'est absolument magnifique. Grâce aux efforts de Didier et de son équipe, le métier de berger attire de plus en plus de jeunes. C'est une renaissance pour ces hautes-vallées béarnaises. L'année dernière, nous avions 62 familles en estive. Ce qui, il y a 25 ans, on aurait compté sur les doigts d'une seule main. Aujourd'hui, on en compte 62. C'est certainement là qu'on est en train de gagner notre pari de la sauvegarde du pastoralisme. Au même moment, Romain Ducy et Romain Delage s'approchent de la cabane de Lagne. Dans cette estive qui compte plus de 600 brebis, le berger vit au rythme de la traite. 18 heures de travail par jour. Salut Jean-Yves. Jean-Yves Posadet travaille dans ces montagnes depuis 18 ans. Ça va, et toi? C'est bien passé? Nickel. Bon, adieu. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Un peu chaud, mais ça va. À peine arrivés, les muletiers déchargent les ânes. Ok. Ils apportent des produits frais et les courses de la semaine. C'est grâce à eux que Jean-Yves, Valérie et Ninon, leur fille, peuvent passer la saison ensemble en altitude. On va se régaler. Ouais. Vous attendez avec impatience, Valérie, l'avenue des Romains? Pourquoi? Parce qu'en fait, là, en plus, on était un peu en manque de fruits et légumes. Donc ça va nous faire du bien. Et puis c'est un moment aussi où on voit du monde. Et puis c'est un peu le contact qu'on a avec la vie d'en bas, la vraie vie. Et puis chaque fois, c'est Noël. Là. Parce qu'on a toujours les parents de Jean-Yves qui nous font une petite surprise, un petit cadeau. Les deux hommes font une petite pause avant de repartir. Jean-Yves en profite pour leur faire goûter son fromage d'estive. Il s'est affiné comme il faut et il est bon, quoi. C'est votre petit plaisir de faire goûter un peu le fruit de votre travail? Ah, complètement, oui. Surtout le fromage d'estive, pour moi c'est le caviar du fromage, quoi. Je le fais avec passion. J'aime bien le faire goûter et en parler parce qu'il a des arômes qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Serpolet, thym sauvage, c'est grâce aux plantes de haute montagne que l'atome de Jean-Yves acquiert cette saveur si particulière. Jusqu'à la fin de l'été, il va produire 200 fromages. Aujourd'hui, Jean-Yves en a 8 à livrer dans la vallée. Si jamais ils ne font pas attention à l'âne et qu'ils passent à un mauvais endroit et puis que les fromages ils chavirent, là c'est grave, quoi. C'est mes bébés. Et voilà, j'en prends soin comme si c'était mes enfants, en fait. Allez. Allez, Marius. Allez. Yop, yop, yop. Salut. Ciao. Ciao. Dans une semaine, les muletiers retrouveront le berger et sa famille. Après la traite de la mi-journée, Jean-Yves libère les brebis qui vont paître tout l'après-midi en liberté. C'est le moment le plus calme de la journée. Non, viens ici. Viens. Quoi? Tu suis le sentier, hein? Oui, je suis le sentier. Fais attention aux cailloux, hein? Oui. Aïe. Mais c'est mal. Jean-Yves peut transmettre à sa fille de 3 ans sa passion des bêtes et de la montagne. Hop, je vais me dépêcher. Viens sur le sentier. Ouais.
Micro. C'est du serpolet. Attends, c'est très bon. Ouais. Très bon. Mais il faut pas tout arracher, il faut en laisser pour les brebis. Hein. Ouais. Ouais. C'est les brebis, elles mangent ça. Et après, le fromage, extra. 3 ans, c'est encore petit, peut-être, pour se rappeler après, mais je pense qu'il y a des moments qui seront ancrés quand même dans sa mémoire. Ouais. Dans le Béarn, une dizaine de châteaux et de forteresses racontent l'histoire de son prince le plus illustre, Gaston Phébus. Au XIVe siècle et pendant près de 50 ans, il règne d'une main de maître sur un immense territoire, à cheval sur le vicomté de Béarn et le comté de Foix. De Montcade, le siège de sa cour, il ne reste aujourd'hui que son donjon. Plus au nord s'élève Morlanne. Il fait partie du réseau de fortifications mis en place par Phébus pour protéger le vicomté pendant la guerre de 100 ans. Avec son enceinte polygonale, sa cour intérieure et son imposante tour, il est l'archétype des châteaux dits phébusiens. Dans la vallée du Lys se dresse une sentinelle de briques, Montaner. Dominée par un donjon de 40 mètres de haut, la forteresse est l'un des plus beaux témoignages de l'architecture militaire du XIVe siècle. Nous quittons le Béarn en direction de l'autre territoire marqué par l'empreinte de Gaston Phébus, l'Ariège. Nous traversons les Pyrénées vers l'est sur une centaine de kilomètres. Se dévoile alors la ville de Foix. Juché sur un piton rocheux de plus de 60 mètres de hauteur, le château médiéval domine la vieille ville. Il est le seul, encore debout, à pouvoir témoigner du passage de Phébus dans l'actuel Ariège. Claudine Payès est historienne. Alors d'ici, on comprend parfaitement quelle est la position du château de Foix. Sur la grande route Toulouse-Barcelone, c'était vraiment l'accès aux Pyrénées. Et on comprend que les comtes de Foix étaient assis leur puissance ici. Aujourd'hui, la médiéviste accueille Hélène de Kergariou, jeune architecte des bâtiments de France. C'est la première fois qu'elle peut visiter le château avec cette passionnée de l'histoire des comtes de Foix. En Ariège, la forteresse est l'emblème de Phébus. La tour ronde, c'est la dernière tour du château de Foix. On l'appelle la tour Phébus, mais en fait, elle a été construite après le règne de Gaston Phébus. Mais étant donné que c'est la plus haute, la plus puissante, celle qu'on voit le plus, forcément, dans la légende, c'est celle du comte Phébus. Ça ne peut être que ça. Pourquoi ? Parce que Gaston Phébus est le plus grand des comtes, le plus brillant, donc la plus belle des tours est forcément sa tour. Au pied du château apparaissent les dédales de la ville. C'est dès le milieu du Moyen-Âge que la vie urbaine prend forme ici. Cet héritage est encore perceptible.
La ville de Foix a gardé son tracé médiéval, on le voit à ces rues étroites. Cette allure de ville médiévale, on la sent toujours aujourd'hui, même si les façades ne sont plus ce qu'elles étaient au Moyen-Âge. Hélène, l'architecte, connaît bien les maisons à colombages de la ville. Comme celle-ci, l'une des plus anciennes de Foix. Un parfait exemple d'encorbellement, une construction en surplomb. À chaque niveau, les poutres du plancher ressortent un petit peu plus, ce qui fait qu'on a quelque chose, une façade à redans en fait, qui avance sur la rue. Ça permettait d'une part de gagner de la place dans les étages, une cinquantaine de centimètres, et puis ça permettait d'éviter à l'eau de pluie de ruisseler sur toute la façade. Foix abrite un autre joyau architectural, son abbatiale. Construite, détruite, puis maintes fois remaniée, entre le XIIe et le XVIIe siècle, Saint-Volusien est un mélange éclectique de styles architecturaux. Aujourd'hui, la pierre témoigne de ce passé mouvementé. Donc cette partie basse, on le voit avec de la pierre taillée, c'est la vraie pierre de taille. Et puis on monte petit à petit, et puis on voit la fracture entre l'église 12e et l'église 17e au moment où arrive la maçonnerie de briques. Et puis encore plus haut, une maçonnerie de tout venant, briques, galets, etc. En 1362, Gaston Phébus célèbre ici sa seule et unique victoire. Vainqueur du comté d'Armagnac, c'est dans ces murs que le prince décide de donner une assise religieuse à son pouvoir. La première grande manifestation, ça a été la célébration de la victoire de Lonac, où il a organisé une cérémonie grandiose. Avec tous les vaincus de Lonac qui étaient là, et tous les évêques de la région, les abbés, tous les seigneurs, et certainement toute la population de la ville de Foix qui devait se presser à l'extérieur, n'ayant pas eu de place certainement pour entrer. Ça a été un des plus grands jours du règne de Phébus. À Saint-Volusien, 13 stalles sont posées au milieu du chœur. Un aménagement rare, ouvert sur la nef. Ces rangées de chaises sculptées au cours du XVIIe siècle à Toulouse ont été transférées ici 200 ans plus tard. Ces stalles, elles sont vraiment superbes parce que très finement sculptées et puis surtout elles sont rigolotes. Là, on a une tête un petit peu grotesque, puis à côté, on a un animal un peu bizarre qui pourrait ressembler à une biche ou un lapin. Là, cette tête de femme est superbe malgré le nez écorné, alors que son voisin a quand même des traits très grossiers. Motifs religieux, décoratifs ou profanes, sujets humains ou hybrides, les 26 stalles sont le fruit de l'imagination des artistes de l'époque. C'est traditionnel dans les stalles, c'est assez étonnant, c'est rempli de fantaisie. Autant dans une église, il y a une décoration normalement très religieuse, autant dans les stalles se développe une imagination. Mais il y a aussi des églises où il y a vraiment des choses très grossières qui sont étonnantes dans un lieu pareil, d'autant plus qu'on est dans le lieu le plus saint de l'église. Oui. On est dans le chœur, là où se déroulent les offices. Une des autres curiosités de cette église, cette frise représentant des ours, un décor unique dans les Pyrénées. L'architecte fait découvrir maintenant à Claudine les parties hautes de l'église interdites au public. Là, nous sommes au sommet du clocher et on va rentrer dans les combles.
Hélène et Claudine marchent au-dessus de la voûte de l'abbatiale. Puis elles atteignent le chemin de ronde et ses surprenantes ouvertures. Des oculus qui s'ouvrent vers l'intérieur du monument. On a une vue plongeante sur le chœur. Superbe. Ces oculus permettaient d'apporter un peu de lumière dans l'église. Alors, cette petite échelle nous mène à un petit vasistas. Autre surprise pour Claudine, ce petit vasistas qui donne accès au toit de l'abbatiale. D'ici, on peut admirer l'une des plus belles vues sur la ville et le château. On voit aussi d'ici l'urbanisme très resserré de Foix. On voit aussi l'importance qu'ont les toitures depuis le haut. Pour moi, la toiture, c'est comme une cinquième façade. Elle a autant d'importance que la façade sur laquelle on a les entrées et les menuiseries. Là, on a une sorte de nappe colorée de terre cuite avec des tons ocre, des ombres que je trouve splendides. Nous quittons Foix pour le pays du Couserans, au pied des montagnes, à 60 km plus à l'ouest. Ancien guide de haute montagne, historien, auteur, conteur, Olivier de Robert se passionne pour ce territoire depuis l'enfance. Est-ce qu'on peut expliquer rationnellement pourquoi on aime une terre? C'est voilà, c'est un frisson. Moi j'ai des souvenirs de l'époque où j'étais gamin, ado, et où je prenais le train pour venir ici en Ariège. Et à partir du passage de Toulouse, à 5 h du matin, dans le jour naissant, je me collais à la vitre là. Et j'effaçais la buée en guettant la vision des premières montagnes. Et ce battement de cœur là, voilà, il me fait avancer depuis, quoi. Olivier est né en région parisienne. Issu d'une famille ariégeoise, il est venu s'installer ici à l'âge de 18 ans. Ça vient essentiellement d'une sorte de mythologie familiale, puisqu'on en parlait énormément de la montagne, on nous l'a montré dès qu'on était gamin. Puis des premières randos quand même, les premiers sommets, la première itinérance à travers les Pyrénées, qui arrivait à la maison familiale, magique ça. Et c'est toujours resté une pratique, un bout de vie, quoi. Cet après-midi, Olivier parcourt la vallée de l'Isard, en plein cœur du parc naturel régional. Bon connaisseur de tous les sentiers, il part retrouver un ami, gardien d'un refuge, à 4 heures de marche. J'aime bien amener mes chiens. C'est des compagnons assez fidèles d'une part, et pas chiants. Pas chiants en fait. On ne peut pas les emmener partout. Mais comme c'est des chiens qui sont très éduqués, qui connaissent les troupeaux, notamment, ça pose pas de problème. Sans quoi, il faudrait évidemment les garder en laisse. À 2000 mètres d'altitude, il surplombe enfin l'étang d'Arin.
Voilà le meilleur moment, tiens. Ça y est, Tonton. Anoura Barré, le gardien des lieux, est là pour l'accueillir. Hello. Tu vas bien? Et toi? Ça va bien, ouais. T'es frais, dis donc? Oui, T'es non. pas vite ou quoi? Bah, tu sais, moi, hein, passé l'âge où on peut courir en montée. La tentation, c'est de dire que c'est le meilleur moment, mais c'est peut-être le moment le plus agréable. Voilà. Ça, d'accord. La préparation du moment le plus agréable, peut-être. Ouais, plus l'âge avance et plus tu apprécies d'arriver au refuge. Quand tu es jeune, tu fais le malin, tu penses qu'au sommet, après ça passe quand même. Le refuge offre une vue imprenable sur le cirque de Krabère. Anoura travaille ici pendant les 4 mois d'été. Je pensais qu'au bout de 13 ans, je me lasserais un peu du paysage, mais non, ouais, c'est... Tu te lèves le matin, je sais pas, tu peux pas te lasser de ça, ou sinon il faut changer de métier, mais... Comme bureau, c'est pas mal. Comme bureau, c'est pas mal. Ouais. La tapisserie change à peu près tous les 2 jours. En plus, c'est bien. L'amoureux des Pyrénées a prévu de passer 2 jours au refuge. Le lendemain, à 6 h du matin. Olivier profite d'une météo exceptionnelle. J'ai l'impression que chez moi, la contemplation est un rituel permanent. Pas uniquement le matin, mais en montagne, ça serait gâché sinon. Une journée commence forcément tôt, et puis, enfin, je sais pas quoi. Une heure plus tard, il retrouve Anoura pour une cueillette de plantes sauvages. Les kénopodes et les orties, il n'y a rien de plus proche. Au menu du jour, une soupe de kénopodes et d'orties. Donc là, voilà. Donc le kénopode, ce qu'on va manger tout à l'heure dans la soupe, c'est ces petites feuilles. Là, voilà. Le kénopode est aussi appelé épinard sauvage. Cette herbacée pousse facilement autour des chalets d'alpage. Faut difficilement faire une cuisine plus locale, là, non? 60 cm du refuge. C'est ça. Là, on cueille la feuille, elle va être mangée à 15 mètres de là où elle a poussé. Et quelques heures après, non, c'est super. Moi, ça, si je pouvais faire que ça serait le paradis, quoi. Pour compléter la soupe, les 2 amis ramassent des jeunes pousses d'ortie. Ça te pique un peu ou quoi? Si tu la prends par en dessous, la plante sent que tu lui veux pas de mal, que tu as un destin pour elle positif, que tu n'es pas la faux vengeresse. Alors du coup, elle pique pas. Elle est toute douce. Voilà. Faut lui parler à la plante. Même les enfants qui sont assez réticents quand on leur annonce une soupe aux épinards sauvages et aux orties, souvent ils grincent un peu des dents et c'est pas les derniers à en reprendre en général. Après une dizaine de minutes, la cueillette est suffisante. Voilà, avec notre petite récolte. Et voilà. Pendant que le potage cuit, Anoura et Olivier se lancent dans la préparation d'une garbure, un plat typique des Pyrénées. Tout ce qu'on a besoin pour la garbure, c'est ici. Ce plat est un assortiment varié de légumes. Pour le garbuler. On va encore le... La viande, elle, vient relever les saveurs. Pour les gourmands, une petite tranchonnette. À chaque cuisinier sa garbure. Elle est belle. Ce plat varie en fonction des saisons et des envies du chef. Et tout ce qu'on taille, on va le mettre là. J'ai fait des études professionnelles en cuisine. Sauf que les fourneaux de la vallée, ça m'attirait moins. Et le matin, quand je rentrais dans le restaurant, je regardais les montagnes ensoleillées. Là, j'étais c'est là-haut que j'ai envie d'être quand même. Pour Anoura,
Cuisiner la garbure, c'est raconter l'histoire de ces montagnes. C'est vraiment un plat très populaire. En fait, à la base, c'était sûrement une soupe que toutes les familles faisaient en fin de semaine avec les restes de légumes, les restes de viande. Donc voilà, c'est un plat avec pas grand-chose à la base, pas de produits spécialement nobles, et pourtant c'est super bon. Après plus d'1 heure de cuisson, le repas est prêt pour les randonneurs. Allez, voilà la soupe. D'abord l'entrée. Et alors, pareil, les chasseurs, ils nous ont cueillis à 30 cm du refuge. Allez, messieurs, les auges. Qui commence. Très très bon. Comment? On ne dit rien, c'est pour ça moi mon Ouais. En test culinaire, le silence est d'or. C'est ça. Voilà la petite touche finale. On met les manchons de canard dans la garbure. Puis la dégustation de la garbure. Avant de servir, le chef y ajoute une pincée de thym et de romarin. Allez, voilà la garbure. Wow. Allez, testons. Ça fait 11 ans que je suis en Ariège. C'est l'heure du verdict. Il y a de tout. Elle n'est pas trop grasse, suffisamment. Les légumes là, ils se tiennent encore bien. La dernière que j'ai mangée, en général, ce qui se passe, c'est que il reste plus rien. Oui, ça c'est. Là, sur la table, c'est extraordinaire. Là, les plats, ils se vident à une vitesse. On a compris le message. Allez, on l'a compris le message. Merci. Souvent autour de la même table. Il y a le néo-rural, le babacool à côté du berger, du chef d'entreprise. Et tout ce monde-là, les étiquettes, elles sont restées en bas. On se retrouve tous autour de la même table. Et pour moi, c'est vraiment ça la spécificité refuge, quoi. En somme, c'est un très bon resto, sauf que le parking est un peu loin. Voilà. Après, tout va bien. Au départ, tu passes à côté, après sur la pointe de Qui pied. veut un peu de rouge. Pour faire l'essuyage, il faut retrousser tout du propre. Il n'y a rien. Au même moment, un ULM survole le refuge. Tu pourrais faire une piste quand même. Moi, je suis sûr qu'il peut nous livrer des tomates, hein. À l'aise, ouais. Le pilote est un ami d'Olivier, un des rares à s'aventurer en haute montagne. C'est Jacques qui est venu mettre un coup d'aile là. Il est à 1 heure de vol de sa base et il est venu. Voilà, il savait qu'on était là ce matin. Olivier doit le retrouver demain. Le jour se lève sur le petit aérodrome de Troyes-d'Ariège. Le compteur a retrouvé son ami pilote, Jacques Jany. Donc départ Troyes-d'Ariège, on va passer sur le château de l'Iran. Pour préparer son vol, Jacques utilise une technique qu'il a mise au point. Si le vent n'est pas trop fort, on va passer à la mine Trimoun sous le Soularac. Ouais. Une partie où on va être sous le vent, où on sera un petit Sur peu... sa carte en relief, il relie avec un fil chacun des sites qu'il souhaite survoler. On va rallier le Valier, qui au niveau esthétique est quand même un des plus beaux. Le plus beau de l'Ariège. Le Seigneur. Et comme on aura eu froid, qu'on aura été un petit peu secoué, on va faire une petite halte sur l'antisurface d'Alleux. Royal. Il ne lui reste plus qu'à tirer le fil, Donc, si on fait le des mesurer linéaires, et à l'échelle de la carte, calculer le temps de vol. mètres plus 25%, allez, on va dire qu'on a un vol entre 260 et 270 km. Ce qui en temps de vol fait 3 heures. Hein. Allez. Avec Olivier, Jacques prépare un livre sur l'Ariège vu du ciel. Visière, c'est parti.
Le vol débute au nord-est du département, au cœur du pays d'Olme, à une trentaine de kilomètres des premiers contreforts montagneux. Peu après le décollage, apparaît le lac de Montbel, à cheval sur les départements de l'Aude et de l'Ariège. Regarde-moi la beauté de ce lac, ces contrastes de couleurs. L'eau qui est d'un vert profond. Des espaces comme ça, enfin, c'est vrai, c'est tout à la fois le Québec et je sais pas que dire, les mers du Sud. Et c'est chez nous, oh. Tu le crois ça? C'est chez nous. Créé au milieu des années 80 pour l'irrigation, cet immense lac artificiel est aujourd'hui une étendue d'eau sauvage. Et il est à 63 millions de mètres cubes. Eh oui, quand même. Pour une surface totale de 570 hectares et 30 mètres de hauteur d'eau au plus profond. J'ai l'impression d'avoir téléchargé une application touristique. Jacques, le pilote, est à la tête d'une association d'ULM à but non lucratif. Depuis plus de 20 ans, il fait découvrir sa région aux curieux. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment l'île de Robinson. Là, il y a des gars qui ont posé le bateau, tu vois, qui ont l'attente de monter probablement. Fantastique, quoi. Ah, on commence à avoir des reflets, là, regarde. Ouais. Plus au sud, sur son nid d'aigle, le spectaculaire château de Montségur trône à plus de 1200 mètres d'altitude. Montségur. Quel site quand même extraordinaire. Moi je me lasse pas d'imaginer à l'époque où la maison quotidienne du paysan fait au maximum un étage. Et qu'au sommet d'une montagne comme ça, on bâtit des châteaux. Il y a vraiment la puissance visuelle du Seigneur en fait dans le château. Surnommée la citadelle du vertige, Montségur est le plus célèbre des châteaux ariégeois. Alors là, même si tu enlèves le château, ce caillou il est magique. Oui, tout à fait. Ouais. Alors il y a le caillou et en plus il y a les restes du château. Et il y a l'histoire. Et il y a l'histoire. Parce que c'est pas un château neutre, c'est pas. Ça aussi c'est magnifique. Parce que ça porte l'histoire. Ce monument est le symbole de la résistance cathare. Au XIIIe siècle, ces dissidents chrétiens trouvent refuge ici pour échapper aux troupes royales. En 1244, l'armée de Saint-Louis reprend le château. 200 cathares meurent ici dans un gigantesque bûcher dressé par les croisés. La route de l'ULM continue plus au nord, vers le Plantorel, une étonnante barrière de montagne. Voilà, on va passer à la verticale de la muraille de Chine de l'Ariège. Alors ça, c'est vraiment l'une des spécificités géologiques de nos pré-Pyrénées. Cette chaîne calcaire en forme de fer à cheval se dévoile pleinement vue du ciel.
Ce relief particulier offre une structure symétrique et régulière. Les crêtes du Plantorel sont les témoins d'une époque où la mer occupait les lieux il y a environ 50 millions d'années. Ça fait plus de 80 km, donc ça traverse l'Ariège d'est en ouest. C'est quand même une merveille. Ici, on dirait aussi un grand bateau, tu vois. Tout à fait. Les deux hommes longent maintenant la vallée d'Angraviès pour atteindre la ville de Mirepoix. Ah, c'est la magie quand même, les plans urbains sont magnifiquement visibles. Les plans de la cité reproduisent ceux d'une bastide médiévale avec ses rues tracées au cordeau et sa traditionnelle place centrale. On le goûte encore plus le privilège quand même, parce qu'on survole les petites cours intérieures, les endroits ultra secrets quand même de la ville. Il aura fallu 6 siècles pour construire la cathédrale Saint-Maurice, avec son clocher surmonté d'une flèche octogonale de 60 mètres de haut. Sa vaste nef en fait l'un des plus grands monuments gothiques de France. À moins de 10 km de Mirepoix, les ruines du château de la Garde se dessinent. Ce château, il est gigantesque aussi. Ce château dont on disait qu'il était plus beau que Versailles. J'adore cette idée, tu sais que nous avons en Ariège toujours quelque chose qui est plus beau que le plus beau. Ça... La Garde que l'on appelle ici le Versailles des Pyrénées. Un surnom hérité de son passé fastueux. Cette forteresse médiévale est considérée comme l'un des joyaux du Languedoc. Les deux amis laissent la plaine pour s'aventurer en Haute-Ariège, dans les premières hauteurs pyrénéennes. On commence à avoir en ligne de mire un coup de couteau, un coup de sabre dans la montagne. À 1800 mètres d'altitude, la montagne a été sculptée par l'homme. Ici, on exploite le talc depuis plus de 100 ans. Voilà le paradis des fesses douces. La carrière de talc à ciel ouvert de Trimouns est la plus grande au monde. Plus au sud, vers les cimes enneigées, le périple se transforme en véritable vol de haute montagne. Jacques est l'un des seuls pilotes du LM à se risquer si haut. Moi, je dis qu'il fait froid, ça y est. 7,5, t'as froid? Oui. On redescend? Oh. De quoi? Devant nous, dans le creux de la main, les 3000 ariégeois. Les trois seigneurs sont majestueux aussi. Les pics de Montcalm, d'Estats et de Sulot marquent la frontière avec l'Espagne. Oh, dis donc, quand je vois tous ces chemins que j'ai fait et refait, oui, j'y ai sué là-dessus. Et en totalité de ces chemins, en 2 heures, on les refait tous. Eh ouais.
mais on ne sent pas l'odeur de la réglisse, tu vois. Après 2 heures de vol, il s'approche de la vallée de Massat. Jacques aperçoit le petit aérodrome sur lequel il veut se poser. C'est l'une des rares pistes d'atterrissage en altitude. L'approche est dangereuse. Saint-Pierre et tous les cerfs. Seuls les pilotes confirmés peuvent se poser. Bien joué. Parce que... En plein cœur du parc naturel régional, ce balcon sur les Pyrénées est entretenu par des pilotes bénévoles. Là, à la terrasse. Parce qu'au moins tu profites. Comme si on n'avait pas eu assez de vide sous les pieds. Pour Jacques et Olivier, c'est l'heure de la pause café. Mais je peux démonter entièrement l'ULM. Il y a tout ce qu'il faut pour démonter partiellement, pour enlever l'air. Pour voir toutes les émotions qu'on prend, pour voir les paysages, on a besoin de digérer un peu avant de rentrer, de retourner à la plaine. Donc on fait une petite étape là, et il suffit de regarder derrière nous et comprendre pourquoi on fait l'étape ici. On comprend mieux son territoire vu d'en haut. On a génétiquement le conflit de clochers en nous. On se déteste, quoi. Et alors on se déteste, notamment d'une vallée à l'autre. Alors ça, on ne peut pas se voir. Mais quand tu t'élèves, tu te mets au-dessus de la crête. Et ton regard, il embrasse les 2 vallées, il embrasse les 2 villages. Et tu te rends compte que c'est les mêmes. Que c'est les mêmes terrasses, que c'est la même exposition au soleil, que c'est les mêmes cultures, les mêmes routes, les mêmes maisons, la même vie. Et bon sang qu'on est complètement les mêmes. Et rien que pour ça, le vol devrait être obligatoire. Voler pour se mettre au-dessus et se rendre compte de tout ce qui nous rapproche. Par contre, il va falloir qu'on y aille parce qu'il y a les brises qui commencent à rentrer et on va avoir un retour un peu mouvementé. Voilà. Allez, Olivier, on est parti. L'Ariège est une terre sauvage, un véritable laboratoire à ciel ouvert pour les chercheurs. Comme ici, sur l'Hers, la rivière la mieux préservée du département. Pendant 3 jours, des naturalistes recensent les espèces qui vivent dans cet écosystème. Des milieux qu'on ne peut pas forcément voir depuis la terre ferme. Donc ça permet d'accéder facilement aux bancs de gravier, plus ou moins végétalisées. Donc c'est une approche sympa. Cette rivière, classée Natura 2000, est peu contrainte par l'homme. Elle abrite une riche biodiversité. Cela fait 4 ans que les scientifiques ont débuté cet inventaire. Ce matin, ils décident d'inspecter cette berge. Vous avez vu des choses Il y a des platycnémis, ouais, oui, j'en ai vu, ouais. Des petites libellules. Pendant 1 heure, les 2 entomologistes répertorient tous les insectes présents sur le secteur.
Pour Jean, le président de l'association, la moisson est bonne. Et puis, là j'ai des tas de choses. J'ai des quantités de choses dans mon filet. Des mouches, des punaises, des fourmis. Alors, je vais vous montrer une mouche qui est très très belle. Je ne l'ai jamais croisée, c'est la première fois que je le rencontre. Ce n'est pas l'image habituelle qu'on a des mouches. On a l'image habituelle de la mouche, c'est le truc gris, désagréable qui vient se poser au bout du nez. Mais il y a des milliers de mouches et il y en a de très 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 jolies et très colorées. Qu'est-ce que c'est que vous avez attrapé? Ce qu'on appelle des demoiselles, dont le mâle avec son abdomen bleu métallique et la femelle avec un abdomen un peu moins coloré. Les demoiselles sont les plus petites des libellules. Leur présence est révélatrice de la pureté du cours d'eau. Alors que là, bon... Un peu plus loin, à l'abri du courant, l'équipe fait une découverte. Des larves de libellules. Alors j'ai tous les stades là. J'ai un stade antérieur, très jeune, et un stade où elle est prête à éclore. Avant de s'envoler, cet insecte est un animal aquatique. Il peut passer entre 1 et 4 ans sous l'eau. Cette bête-là, qui est sous l'eau, va monter sur un caillou et l'enveloppe va s'ouvrir. Et peu à peu, on va voir la libellule qui va se développer. Pendant ce temps, Fanny, la botaniste, et Virginie, la guide, recherchent une plante aux propriétés insoupçonnées. Ça, c'est de la saponaire. C'est une plante qui est riche en saponine et qu'on utilise avant traditionnellement comme savon, comme shampoing. Pour utiliser cette herbe à savon, il suffit simplement de la plonger dans l'eau et de frotter. C'est le savon de Hulk. Tout ouvert, quoi. Qu'est-ce qui vous a appris ça, en fait? Ma maman. C'est ma maman qui m'a appris ça. Justement, en faisant du kayak quand on était enfant, tous en famille. C'est doux, ça sent bon, et puis c'est surtout que voilà, on l'a comme ça, sous la main, et puis on ne culpabilise pas du tout à utiliser un savon de Marseille ou autre. Là, on prend ce qu'il y a sur place. Dans cette zone, l'air s'est entouré de falaises sableuses érodées par les crues. C'est joli la falaise, oui. Ouais. On va d'abord s'arrêter au caillou, voir s'il n'y a pas des choses. Boris, l'ornithologue, et Vincent savent qu'ils peuvent observer ici un oiseau surprenant, le guêpier d'Europe. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, aussi colorés en France. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire de voir ces oiseaux-là. Les deux scientifiques s'approchent des nids pour mieux les recenser. Là, il y a des trous déjà. Là, il y a les trous, ouais. Il y a les nids. Ouais. Les guêpiers ne nichent pas dans les arbres, mais à même les berges de sable. Les niches vraiment juste en face là, hein, donc au moment où ils viennent nourrir les jeunes qui sont dans le nid, là, on les voit très facilement. Ces oiseaux tropicaux reviennent ici chaque année, un signe rassurant pour les naturalistes. Ils sont juste là dans les branches. Là. Ils sont dans le peuplier là. Non, mais on les voit bien là. S'il affectionne particulièrement les guêpes, ce redoutable prédateur attrape en plein vol tous les insectes. C'est un chant caractéristique qui est assez uniforme, enfin, qui est monosyllabe et avec, qui est très bulleux. Comme des bulles qui éclatent, on l'entend bien là. Ouais, plop, plop, plop. Il y en a quand même pas plus.
Dans le sud-est du département, d'autres scientifiques étudient un patrimoine hors du commun. Près de Tarascon-sur-Ariège, les falaises calcaires dissimulent des trésors. Une série de grottes fortifiées datant du Moyen Âge. Florence Guillot est archéologue. Depuis plus de 20 ans, elle se passionne pour ces sites difficiles d'accès. Elle réalise un inventaire précis avec Stéphane Bourdoncle, son ami historien. Ah, c'est dessous, c'est dessous. Ouais, c'est là. Ah oui. Tiens, regarde, on la voit. À l'époque des contes de Foix, une trentaine de grottes sont fortifiées puis occupées pour contrôler les axes de communication. Nichés le long des parois de la Haute-Ariège, ces postes de surveillance quadrillent le territoire. Dans la région, on les appelle des spoulgas. Après 1 heure de marche, Florence et Stéphane peuvent s'encorder pour atteindre la grotte de Baillichon. Cette cavité n'est accessible qu'aux grimpeurs confirmés. C'est Florence, spéléologue de haut niveau, qui ouvre la voie. Stéphane découvre le site. Ah, je vois un bout du mur. Ah, c'est dément. Alors toi, tu es là. Les gars qui vivaient là, quel endroit. C'est extra. Ces sites, ils ont de la gueule, voilà. Hein, ils sont quand même dans des situations absolument fantastiques, hein, dans des endroits qui sont merveilleux. Donc, moi, j'adore. Ouais. Ce serait en plaine, je crois que ça ne m'intéresserait pas du tout. Dominant la vallée, la grotte de Baillichon fait plus de 12 mètres de hauteur et 7 mètres de largeur. Pour Florence, ces refuges étaient aménagés comme des corps de garde. L'archéologue montre à Stéphane une reconstitution de l'époque médiévale. Il y a les deux crans avec des échelles, comme d'habitude, hein, échelles en bois qu'on peut enlever très vite. Et puis notre porte en plein cintre qui a presque disparu, là. Ici, les hommes ont édifié des fortifications peu coûteuses avec un simple mur maçonné. Tout au long de l'année, les gardes étaient chargés de surveiller la route et de prélever les impôts. Ce sont des gardes dont c'est la spécialité et dont c'est le métier qui vivent ici, absolument pas des paysans ni des artisans. Quand on fouille, on retrouve des dés à jouer, des gambardes, des pièces d'échecs, des ardoises gravées avec des jeux de dames ou des marelles, enfin plein de trucs comme ça. Donc il y avait de quoi s'occuper. Pour en élucider tous les mystères, les chercheurs topographient le site dans ses moindres détails. C'est un patrimoine qui est beaucoup moins monumental que les églises romanes à la même époque qui sont construites, ou les gros châteaux des comtes de Foix énormes sur un sommet énorme. Enfin, bon, c'est sûr que c'est moins important, mais additionné, la trentaine de grottes fortifiées, ça commence quand même à représenter quelque chose. Hein. En effort de construction, c'est pas n'importe quoi. Le lendemain, les deux scientifiques se retrouvent à la grotte de Bouan, la plus grande du département. Celle-ci, mieux aménagée, serait plus récente de 2 siècles. Dans la partie basse, un mur épais protège l'entrée. En haut, des créneaux apparaissent à même la muraille. Elle semble avoir été construite comme un véritable château. Il y a une espèce de petit poste avancé.
De ce point stratégique, les gardes pouvaient surveiller toute la vallée de l'Ariège. Ça explique qu'il y ait ce genre de petit poste qui surplombe au-dessus du mur, qui permet la défense, la vue, la surveillance de la route, éventuellement le péage, etc. Les chercheurs profitent de leur venue pour contrôler l'état de la grotte. Regarde comme c'est poli. C'est poli, ils y sont passés, repassés, et nous on y passe. Oui, à notre tour. Ces cavités alimentent légendes et fantasmes dans la région. La grotte de Bouhan, accessible à pied, est la plus visitée du département. T'as vu? Ouais. Elle emporte des traces indélébiles. On sait qu'une partie de l'argent ou tout l'argent qu'avait l'église cathare est sorti de Montségur et a transité par une des grottes de la vallée de l'Ariège. Et là-dessus, il s'est rajouté des histoires et des histoires. Alors, les gens ont dit c'est pas de l'argent, c'est le Graal, c'est quelque chose d'ésotérique. Ils ont mélangé ça avec les Templiers. Les gens se sont imaginés qu'il y avait des trésors cachés dans ces grottes. Ce qui nous dérange, c'est que les gens creusent parce qu'ils détruisent le sol à jamais. Donc les informations que conserve le sol sont détruites, c'est fini, on ne pourra plus fouiller sur ce type de grotte fortifiée. Il reste encore à Florence et à Stéphane plus d'une dizaine de grottes à inventorier dans la région. Nous nous dirigeons à présent vers l'extrême sud-est du département. Il est 7 h du matin dans la réserve nationale de faune sauvage d'Orlu. Deux naturalistes débutent leur journée de travail. Pierre est responsable de la réserve depuis plus de 30 ans. Mathieu est spécialiste de la faune de montagne. Tous les ans, il prête main forte à Pierre pour un comptage particulier. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ça part de partout là. Ils ont explosé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je te laisse identifier les marqués. Bon, il y en a plusieurs. Les colliers, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Les deux hommes réalisent un inventaire minutieux du nombre d'isards présents sur la réserve. L'isard, cousin du chamois alpin, est une espèce endémique des Pyrénées. Pas mal de chevaux. Hein. Il y a des petits, ouais. On est jusqu'à 24 tout à l'heure. Et là, il n'y en a plus que 22. J'en ai plus que 22. Mais il y a un petit creux derrière. Je pense qu'il y a des animaux qui sont couchés. Le gardien et le scientifique déterminent le nombre, l'âge et le sexe des mammifères qu'ils parviennent à observer. Ces recensements permettent de dresser un état de santé de l'espèce. Ah, mais celui-là, je le connais, tiens, cet isard marqué là. 3 jaunes barres à droite, c'est le fameux Pierrot. Comme Pierrot, 588 isards de la réserve ont été capturés, puis équipés de colliers. C'est celui qui m'a attrapé la main il y a 3 ans maintenant. Là. Sans rancune? Sans rancune, c'est moi qui ai fait la maladresse. Hein. Au moment du relâcher, il a légèrement penché la tête en arrière, sans faire exprès. Et puis ma main était juste derrière et donc il t'a attrapé la main. Son crochet a pris ma main au passage et est rentré dedans comme un hameçon. Pierre, vous les connaissez tous les isards dans cette réserve? Ah, bien sûr que non. Non. J'en connais quelques-uns qui ont des particularités, parfois une corne cassée. En fait, il y a peu de différenciation entre animaux. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on est obligé de mettre des colliers pour les reconnaître. Hein. Pierre et Mathieu connaissent tous les sites où se rapprocher de cet animal sauvage. Allez, on s'arrête ici.
L'isard, c'est le seigneur des montagnes pyrénéennes. C'est un animal qui a des membres robustes, des os qui sont gros, qui sont forts. Il a un cœur qui est beaucoup plus gros que le nôtre. Un isard qui pèse une trentaine de kilos a un cœur plus gros qu'un humain de 80 kilos. Il a un sang qui est beaucoup plus riche que nous en globules rouges. On appelle un peu l'athlète des montagnes en fait. Par rapport à toutes ces caractéristiques physiologiques, c'est notre athlète des montagnes. Ces athlètes sont pourtant régulièrement sujets à des maladies. Si on fait toutes nos études, c'est que pour la pérennité de l'espèce, on cherche à ce que cet animal soit bien présent sur la chaîne des Pyrénées, bien représenté. Ça manquerait dans les montagnes pyrénéennes? Ah, bien évidemment, il manquerait quelque chose sur les crêtes, au sommet des pics. C'est souvent l'isard qui trône, qui nous regarde d'en haut, quoi, de sa majesté. Bon, ça manquerait, c'est évident. Le lendemain matin, l'opération de comptage continue. En hélicoptère cette fois. Huit fois par été, Pierre embarque pour atteindre les groupes d'isards les plus inaccessibles. Sur le trajet, la Dent d'Orlu culmine à plus de 2200 mètres d'altitude. La Dent d'Orlu, le pic qui veille sur la vallée. Les Ariégeois connaissent bien sa forme particulière de canine acérée. Et aujourd'hui, c'est vraiment idéal parce qu'il fait très beau. On a une bonne luminosité et il n'y a pas de vent. L'hélicoptère entre dans la zone de comptage. Juste dans la goulée à droite, là, il y en a, tu vois. Là, on voit vraiment qu'ils sont adaptés à la montagne et qu'ils ont la forme, hein. Capables de monter plusieurs centaines de mètres de dénivelé sans même s'arrêter, quoi. On aimerait bien avoir leur santé. Parle plus près du micro de ton pare vert. Là-bas. Entre les deux coupés en face, là. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et un 24e qui part tout seul. D'accord. Regarde là, sur la crête à gauche. Tu le vois, regarde. Ah oui, Pierre, il se décide sur la crête à gauche. Là. Chaque vallée, chaque sommet est étudié avec attention. C'est sûr que la neige favorise l'observation. Oui, ça peut modifier leur comportement aussi et ils peuvent être à des endroits où on les attend pas d'habitude. Ah, la chevrerie qu'il y a, hein. Tu les comptes en même temps, Laurent? Moi, je suis à 25, là. Ah, Pierre, lève la tête, fais-toi plaisir. Oui. Ah ouais, tous ces petits cubes blancs. 45. Ouais, pile. Grâce à l'hélicoptère, Pierre et son équipe parviennent à atteindre des crêtes inaccessibles. Voilà. Ah ouais. J'ai toujours la même émotion, ça varie pas, c'est toujours aussi fascinant. Des sorties comme ça, on n'a pas fait souvent. Ouais.
Aujourd'hui, 309 isards sont comptabilisés. Le meilleur chiffre depuis 5 ans. Un bilan plutôt encourageant pour la population de la réserve. Dans l'après-midi, l'opération la plus délicate commence, la tentative de capture. Pierre retrouve Alain, un bénévole qui travaille avec lui depuis 2 ans. Ils ont mis au point ce piège dans les sous-bois. C'est un animal sauvage qui a un instinct, qui donc est déjà prudent par rapport à certaines choses, par rapport aux odeurs, par rapport aux formes. Et donc, pour le surprendre, l'isard ne voit pas l'entièreté du piège. Puis à un moment donné, il se fait coincer parce qu'il est surpris au moment où il arrive dans le filet. Il faut jouer là-dessus, il faut quelque part se montrer plus malin que lui, ce qui n'est pas évident. Hein. C'est pas évident, mais bon, par moment on y arrive. La capture, c'est le fruit du travail d'équipe d'abord et du sérieux. C'est la récompense. Au même moment, sur un autre versant, dans la réserve, des policiers de l'environnement se préparent aussi pour la capture. C'est notre déguisement pour se fondre un peu dans la végétation et puis être le moins visible possible. Un jour on est habillé en arbre et puis l'autre jour en policier, quoi. Ici, pas de piège. Jérôme et Stéphane utilisent la technique du camouflage. Leur but est de s'approcher au plus près des isards pour les anesthésier. Stéphane est presque dissimulé dans la paroi. L'astuce du camouflage, c'est pas forcément d'être totalement masqué. L'objectif, c'est de casser la forme. Voilà, casser la forme avec des branches, mettre un petit peu de feuillage. Les isards, des fois, sentent qu'il y a quelque chose, mais ne trouvent pas ce quelque chose. Donc, ils passent à côté en étant méfiants. Mais voilà, ça permet de les approcher à des distances raisonnables de tir. Immobiles, les 2 complices attendent plus de 2 heures. Finalement, on fait plein de rencontres extraordinaires. Hein. C'est juste ce plaisir d'être dans la nature, les animaux qui nous oublient. C'est des renards qui viennent à quelques mètres, un chevreuil qui s'approche, des oiseaux qui viennent se poser juste à côté. Enfin voilà, on n'est pas pris pour des hommes, quoi. L'attente est vaine. Aucun isard ne s'approche. C'est finalement de l'autre côté du versant qu'un animal est repéré. Il est juste au-dessus du piège. Vous avancez doucement. Il faut de toute urgence rabattre l'isard vers le filet. Dites-nous si vous voyez toujours l'isard. Ah, Olivier, t'es passé haut là-haut. Chacun est à son poste. C'est vous qui gérez les opérations là? C'est vous qui gérez les opérations? C'est moi qui dirige toute la ligne de rabat. C'est obligé de me suivre bien aligné et avancer, qu'on attend les commandements des autres qui sont là-bas. Ça donne quoi, Kevin? On va déboucher dans 50 mètres, on a vu. Allez, là il est parti, on y va! Plus fort! Et les jeunes, plus vite! Allez! On s'arrête, là, tout le monde s'arrête, stop, ça suffit, il est pris! Il y est là-bas, il est pris! Laissez-le! C'est bon, il y est! Allez, là on a tout le temps, allez-y! On coupe les radios, on n'a plus besoin, et on met les gants, on prépare le masque et les ficelles, tout le monde a les gants. Il va partir là. Non, il va partir. Non mais moi je vais libérer la tête là.
Alors, il faut le libérer et mettre le masque de suite. C'est quel masque? Il y a le masque. Là, c'est bon? Allez, on a le masque. Voilà. C'est bon là? C'est passé. C'est quoi là la priorité là? Pour pas qu'il stresse, la première chose, on lui couvre les yeux. Il stresse plus là. C'est fini. Mathieu, c'est toujours la même excitation là de capturer? Pourquoi? Toujours. Il y a le stress de la course, le stress de savoir si on va réussir, si on va rater, le stress pour l'animal, espérant qu'il ne s'est pas blessé. Là, tout s'est bien passé, donc c'est super. Ah non, c'est une vraie émotion. Et moi, comme à tous les isards que je capture, je leur fais la bise. Sur les vieux, ça le fait... Ouais, on va changer le collier. D'office. Ouais. On a un protocole qui est établi, dont on a 21 manipulations à faire sur cet isard, sur tous les isards. Poids, sexe, mensuration, tout est étudié dans les moindres détails. 7, 8. Celui-là, tu le comptes aussi? Non, elle a 9. non. De toute façon, les dents, elle a les 4 incisives. Elle a les 4, donc elle a plus de 4 ans. Plus ici, 9, ça fait 4 et 9, 13. Elle est dans sa 14e année, donc c'est une isard qui est âgée. Et alors, est-ce qu'elle a eu un bébé? Regardez. Est-ce qu'il y a du lait? Du lait. Là, je tiens quand même. Vous voyez? Elle a les mamelles qui sont formées. Mais ça sort pas? Il n'y a pas de lait qui sort. Pas de petit. C'est une recapture. On est le 3 juillet. Piège entonnoir, sexe femelle. Exactement. Toutes les informations recueillies permettent de mieux étudier la démographie et la biologie de l'isard. C'est Mathieu qui dit le poids. J'ai lu le poids, vas-y. 18,4. 18,4. Il faut aussi vérifier l'état de santé de l'animal. Donc là, on regarde sur les zones où les tiques se fixent en général. Donc le poitrail de l'animal, la naisselle, et un peu la tête, les oreilles, des fois même sur le museau. Pas de parasites externes vus, donc on écrit parasite RS. RS. On va regarder la kérato. D'abord, on regarde la pupille, elle n'est pas du tout rouge, elle est impeccable. La kérato sur cet œil, il n'y en a pas, il est sec. La kératoconjonctivite est une affection de l'œil. Dans les années 80, elle a décimé une partie de la population. Donc l'animal n'y voit plus rien. C'est vrai que c'est dangereux en montagne, donc il peut avoir simplement des accidents, des dérochements. C'est compliqué pour lui aussi de s'alimenter et les animaux meurent de faim. Voilà. Là c'est pareil, vous voyez, c'est tout rose. Aujourd'hui, les isards se sont quasiment immunisés contre cette maladie. Pas de signes, pas de traces anciennes non plus. On va lui poser le collier. Donc on va l'appeler 2 bleus jaunes, barre à droite. Donc, et on va le prénommer Clémentine. J'ai les pattes avant, c'est bon. Juste avant de relâcher Clémentine, il faut encore mesurer sa patte. Mathieu, c'est hyper délicat, non, cette étape-là? Faut faire attention, c'est sûr. L'animal vient d'être désentravé. Il sait qu'il a une chance de s'échapper là, donc il faut vraiment être méfiant. Bon. 319 sur 319, noté. Bon, moi, là, moi, je suis bien. Attendez. Ah, non. Ça motive de les retrouver, on est content de les voir, on sait qu'ils sont en vie, on sait la vie qu'ils mènent, le chemin qu'ils font. C'est un jeu entre eux et nous, et on participe. C'est un animal qu'on a déjà suivi par le passé, on le recapture, on l'avait capturé, on va encore le suivre pendant longtemps, il y a quelque chose qui se crée entre nous et cet animal. T'es prêt? Je te laisse. Vous y êtes? Allez. Sans attendre, cette femelle part retrouver son groupe dans les montagnes des Pyrénées.